Voilà, on y est. Donc, bonsoir à tous, bonsoir, content de vous retrouver avec Monsieur Cohen pour la chronique hebdomadaire. John, ça va sur le space, vous entendez bien? Ok, super, merci. Voilà, donc Monsieur Cohen, on avait décidé du moins cette semaine, vous aviez décidé donc de parler de deux sujets Oui, précisément, et en l'occurrence, la le rôle de la crédibilité. Voilà, le rôle de la Chine à essayer de trouver un terrain d'entente oui. entre Israël et la Palestine. Donc, je vais vous laisser développer. Puis, comme la semaine dernière, s'il y a des intervenants, s'il y a des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Donc, sur cette première partie, et il y aura une seconde partie où vous parlerez aussi de quelqu'un d'autre d'une personne là qui est décédée, qui était emprisonnée en. Voilà. Ok, on fait ça. Donc, je vous laisse y aller. À vous l'honneur, Monsieur Cohen. Bon, bonsoir à tous. Donc en fait, bon, tout le monde connaît le succès diplomatique extraordinaire et inattendu réalisé par la Chine en rapprochant deux pays voisins qui semblaient irréductibles, qui semblaient des ennemis irréductibles, c'est-à-dire l'Iran et l'Arabie saoudite. Or, ces deux pays n'ont pas toujours été hostiles l'un à l'autre. C'était juste, il faut se rappeler que du temps du Shah d'Iran, ces deux pays étaient alliés et s'entendaient très bien. Donc, c'est juste une question. Vous savez, il y a quelqu'un qui avait dit les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, en fait, l'idéologie, elle est là pour couvrir artificiellement euh, ou donner une raison valable à la politique d'un État. Mais en fait, les intérêts fondamentaux sont prégnants et sont importants. Bon, donc je ne reviendrai pas sur le détail disons, du rapprochement diplomatique réalisé entre l'Iran et l'Arabie saoudite, qui est un succès phénoménal et un tournant majeur dans la région. Bon. Et donc certains, je ne sais pas qui vraiment, ont avancé l'idée que la Chine allait s'occuper du problème entre Israël et la Palestine. Bon. Et donc, on se disait, enfin, disons que la Chine aurait toutes les chances de réussir là où tout le monde a échoué. Et là, ça m'a fait un peu tiquer parce que on n'est pas du tout dans la même situation. Cela n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire, la solution idéale, la solution juste, on la connaît. C'est-à-dire se partager le territoire, vivre en bon terme, trouver une solution juste et raisonnable, mais ça on la connaît. Sauf que il y a un pays qui est super puissant, super dominant face à une société éclatée, euh, assez corrompue, divisée, dirigée par des, comment dire, par des compradors, par des collabos. Et donc, euh, la paix ne peut pas se faire. Si vous voulez, en 1948, les Israéliens ont établi un dogme qui est sur cette terre, sur cette ex-terre de Palestine, il ne peut y avoir qu'un seul nationalisme. Voilà. Et donc, c'est le nationalisme qui triomphe. Et donc, c'était le nationalisme sioniste qui a triomphé et qui a écrasé le nationalisme palestinien. Et toute la politique israélienne, depuis 1948, a été défacée,
faut pas oublier que les Israéliens se sont alliés avec les Jordaniens de 48 à 67 pour empêcher toute création d'un État palestinien sur le territoire qui devait leur revenir. Donc la Jordanie, pays frère, si on peut dire, pour utiliser la terminologie de la région, pays frère s'il en est à empêcher les Palestiniens de créer leur propre État sur la Cisjordanie. Et probablement qu'il y a dû avoir des menaces très claires de la part d'Israël de ne pas franchir ce pas. Et donc, on assiste à un étouffement de nationalisme palestinien par un État intelligent, cynique, et qui ne lâchera jamais le morceau. C'est-à-dire, vous savez que quand on parle de la Russie, de la guerre qu'elle mène, on a coutume de dire que la Crimée pour la Russie est existentielle. C'est-à-dire que elle est capable, la Russie est prête à faire tout pour sauver la Crimée. Ça veut dire qu'elle est prête, elle serait prête même à faire une guerre nucléaire si on devait lui arracher la Crimée. Parce que lui arracher la Crimée veut dire la fin de l'État russe. C'est-à-dire probablement la division de l'État, la soumission de l'État aux intérêts étrangers, enfin, etc., etc. Et donc, c'est une question existentielle. Mais pour Israël, il y a des questions existentielles qui sont de trois ordres. Le Golan, qui a été conquis sur la Syrie en 1967. Je veux dire par là, je veux introduire le Golan maintenant pour dire qu'entre Israël et la Syrie, il n'y aura jamais la paix. Pourquoi? Parce que, après je parlerai de la Palestine, parce que pour Israël, le Golan est une question existentielle. Aucun gouvernement, il y a un consensus qui est de 95% des Israéliens juifs qui ne lâcheront jamais le Golan, quitte à faire une guerre totale pour récupérer le Golan. Les Syriens n'ont qu'une solution, c'est gagner la guerre militairement, écraser Israël, militairement parlant. Voilà. Comme ce n'est pas demain la veille, parce que je rappelle tout simplement un détail, c'est qu'Israël possède la bombe atomique. Voilà. Donc, je ne vois pas comment un pays du Moyen-Orient peut écraser militairement. Je ne dis pas il peut remporter des petites victoires par-ci par-là, mais Alors, écraser militairement. ouais, Monsieur Cohen, excusez-moi juste pour réagir à ce que vous dites là par rapport à la bombe atomique. Est-ce que dans cette zone du Moyen-Orient, est-ce que l'Iran, par exemple, pourrait jouer un rôle important par rapport à l'armement? Ben, c'est le même problème, c'est-à-dire que l'Iran, il a des moyens de frapper Israël avec des missiles, etc., qui feront très mal à Israël. Il n'y a pas de doute. Mais la réaction israélienne, je pense que les Iraniens ne devraient pas se faire d'illusions. D'autant plus que, personnellement, je pense que si Poutine, comment dire, les Israéliens à côté de Poutine, c'est pour eux, enfin pour moi, disons, Poutine est un petit joueur au niveau du cynisme et du machiavélisme militaire. C'est-à-dire que les Israéliens n'auront aucune hésitation, et je connais, enfin, ils le disent d'ailleurs dans leur mentalité, si on doit disparaître, une partie du monde disparaîtra avec nous. Donc, l'Iran peut très bien intervenir, mais Israël possède 5 à 6 sous-marins nucléaires, 5 à 6 sous-marins avec des dizaines d'ogives, voilà, qui partiraient. Voilà. Donc le problème avec la Syrie, et c'est pour ça qu'une paix sous l'égide de la Chine ou sous l'égide de n'importe qui d'autre
n'a aucune chance de se réaliser entre la Syrie et Israël, sauf si la Syrie abandonne le Golan, mais ça m'étonnerait. Donc, le Golan est une question existentielle pour Israël. Voilà. Vis-à-vis de la Palestine, il y a deux questions existentielles pour Israël. C'est l'est de Jérusalem et la vallée du Jourdain et la vallée du Jourdain. Si on se base sur les accords d'Oslo, qui ont accordé à Israël la souveraineté sur 60% de la Cisjordanie. Et sur cette zone qu'on appelle la zone C, qui est sous souveraineté israélienne, ont été construites 6 à 7 villes qui font entre 50 000 et 60 000 habitants chacune. Quel est le gouvernement qui peut trouver un modus vivendi entre les exigences israéliennes de garder les 800 000 colons en Cisjordanie, de garder Jérusalem, tout le pourtour de Jérusalem, et de garder la vallée du Jourdain. Quand vous regardez une carte, le territoire de Cisjordanie, il est entouré par Israël, et à l'est, il y a le Jourdain. La vallée du Jourdain a été confisquée par Israël, qui en a fait sa frontière naturelle, et donc, ou sa frontière sécuritaire, et qui est d'ailleurs admise à demi-mot. Vous savez, par exemple, le plan Trump reconnaît implicitement la souveraineté d'Israël sur la vallée du Jourdain. Or, si Israël garde la vallée du Jourdain, ça veut dire que l'État palestinien qui sera créé dans n'importe quelle condition ne sera jamais indépendant, parce qu'il sera entouré de partout par les Israéliens. Donc, ça veut dire que tout mouvement de population, de marchandises, tout mouvement aérien sera sous le contrôle d'Israël. Alors, donc, la question qui se pose est la suivante. Moi, personnellement, je pense que les Palestiniens, en tout cas l'autorité palestinienne, serait prête à accepter cette espèce de micro-État ou d'État croupion ou de Bantoustan, et même, je dirais, que des 2 tiers des pays arabes pousseraient les Palestiniens à accepter cette solution. Et même cette solution me paraît aujourd'hui difficilement acceptable pour les Israéliens. Le but d'Israël, et c'est malheureusement, c'est ça qui me rend triste, c'est que les Palestiniens se sont engagés dans un processus, dans le processus des accords d'Oslo, depuis 30 ans, dont on ne voit pas l'issue. Il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire que pendant ces 30 années, le nombre des colons a été multiplié par 5 ou 6. Et l'emprise d'Israël sur la Cisjordanie est terrible. Enfin, je veux dire, quasiment, c'est un contrôle total, absolu. Un contrôle en fait, la Cisjordanie sert de réserve de main-d'œuvre aux Israéliens, une main-d'œuvre docile. C'est une main-d'œuvre, bien sûr, de temps en temps, il y a un attentat par-ci par-là, mais grosso modo, c'est une main-d'œuvre docile et qui sert les intérêts des Israéliens. Donc, on est devant ce dilemme. OK, si la Chine va voir les Israéliens vont lui dire, écoutez, nous, voilà, voilà nos exigences. C'est-à-dire, nous gardons le Golan, nous gardons Jérusalem, nous gardons nos colonies et nous gardons la frontière du Jourdain. Voilà. Dans ces conditions, on pourrait envisager de faire la paix. Donc, ça veut dire que c'est pas. Vous savez, la réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite n'a lésé personne. Ce sont 2 pays souverains qui ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques et de s'engager dans un processus normal. Voilà.
la paix entre l'Israël et l'Égypte a été très dure à réaliser, mais elle a été réalisée en l'espace de 6 mois. Pourquoi? Parce qu'on connaissait les termes, non, les termes exigés par les deux parties. Ça veut dire que l'Égypte voulait récupérer tous ses territoires conquis en 67 et les Israéliens voulaient une paix totale. Et donc, ben, ils se sont rencontrés sur cette base-là. Or, le problème ici, c'est qu'on a affaire entre un adversaire qui est tout puissant et qui ne veut rien savoir, qui est intransigeant. Vous savez, les Israéliens n'ont jamais voulu faire la paix. Il faut se mettre ça en tête. Pourquoi? Vous savez, dans les années 70, il y avait un article du Monde qui était titré l'Israël en danger de paix. Parce qu'en fait, et d'ailleurs, ce qui s'est passé avec les manifestations de ces derniers mois en Israël, c'est une société qui est composée de 4 à 5 groupes distincts, antagoniques, qui se haïssent, même entre juifs. Les juifs libéraux détestent les religieux, les séfarades détestent les ashkénazes, ceux de Tel Aviv détestent les colons. Et ils en viendraient aux mains et même aux armes s'il n'y avait pas le danger extérieur. Et donc, les Israéliens ont toujours refusé toute solution pacifique, toute solution où il y aurait un traité de paix. Donc en fait, Israël serait prêt à faire la paix, mais à ses conditions. Donc, que ce soit la Chine, ou l'Amérique, ou l'Europe, ou la Russie, n'importe quel État se casserait les dents sur cet obstacle-là. C'est-à-dire, les Israéliens ne lâcheront jamais ni le Golan, ni Jérusalem, ni la vallée du Jourdain, ni les colonies. Voilà. Si les Arabes se soumettent à ces conditions, eh ben, la paix pourra être signée. Le problème, est-ce qu'ils accepteront? Voilà. Et moi, je pense que la Syrie n'acceptera pas. L'autorité palestinienne, malheureusement, c'est une autorité corrompue qui veut juste voir son drapeau flotter quelque part et que sa nomenclatura pourra voyager et se déclarer voilà, je suis un État indépendant, mais en fait, il sera un protectorat entre les mains des Israéliens. Et donc, aucun pays, vous savez, l'ONU s'est cassé les dents, la Ligue arabe, tous les pays se sont cassés les dents sur ce problème. C'est que les Israéliens, il ne faut pas oublier, c'est une puissance nucléaire, c'est une puissance qui compte dans le jeu international à cause de ces innovations sur le plan technologique, sur le plan du renseignement, sur le plan militaire. Et vous remarquerez qu'aucun pays, aucun grand pays n'a jamais osé parler de sanctions contre Israël. C'est quand même curieux qu'on puisse sanctionner la Russie, qui est la deuxième puissance mondiale en matière militaire, économique, etc., etc. Eh bien, Israël, aucun pays, enfin d'importance, n'a osé parler de sanctions. Voilà. Sortez-moi un pays qui a dit on va sanctionner l'Israélien parce qu'il ne respecte pas les résolutions des Nations Unies, parce qu'il viole ceci ou cela. Et donc, on est dans une impasse et je ne sais pas si les diplomates chinois, enfin, j'imagine, ils doivent être très, très instruits de la chose. Je ne sais pas s'ils vont s'engager dans cette aventure parce que ce sera un échec total, sauf, encore une fois, si les Arabes se soumettent. Voilà. Et ça, enfin, je pense que s'ils se soumettent à ce niveau-là, mais on ne sait jamais, voilà, ça reste ouvert, voilà. Alors, Monsieur Cohen, il y a une question par rapport à ce que vous venez de dire là.
sur le fait que personne ne se soulève, personne réagit. Là, vous parliez de la Russie, on met des sanctions, tout ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a aucun pays qui puisse aller à l'encontre de ce petit État au Moyen-Orient qui fait sa loi? C'est quoi Ok. quelles sont les pressions qui sont faites au pays, au gouvernement du monde arabe, des Occidentaux? Il y a une pression, c'est pas possible. À l'Union européenne, qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est un pays euh, qui a, vis-à-vis de l'Occident, c'est un atout majeur. L'Occident a réalisé, vous savez que de 48 à 67, les États-Unis étaient presque anti-israéliens. Je ne sais pas si vous savez, mais les États-Unis refusaient de donner des armes à Israël. Les États-Unis voulaient sanctionner les Israéliens à cause de leurs bombes atomiques. Même Kennedy, on dit, bon, a cherché comment dire, à désarmer Israël au niveau nucléaire, et c'est ce que ça lui a coûté la vie, parce que le Mossad est certainement intervenu en 1963 pour le faire assassiner. Bon. Donc les États-Unis ont découvert qu'en Israël, un bras armé extraordinaire dans ce monde arabe plein. Vous savez, le monde arabe dans les années 50 et 60, une partie du monde arabe était anti-impérialiste et voulait, n'oubliez pas la nationalisation du canal de Suez. Donc, la nationalisation du canal de Suez en 1955 a entraîné déjà une agression tripartite entre l'Angleterre, la France et Israël. Voilà. Et Israël avait conquis le Sinaï à l'époque. Et qui a fait sortir Israël du Sinaï? Ce sont les Américains, qui ont ordonné aux Israéliens de sortir du Sinaï. Donc, Israël s'est affirmé comme un État capable de rendre des services extraordinaires à l'Occident, c'est-à-dire museler le monde arabe, enfin en tout cas museler ceux qui osent contester l'ordre américain dans cette région. Deuxièmement, Israël est devenu, avec les accords d'Oslo ont été une manœuvre diplomatique, stratégique, extraordinaire, et comment dire, ça m'attriste de voir que beaucoup d'Arabes, et notamment les Palestiniens, n'ont pas vu le piège dans lequel ils sont tombés. En fait, vous savez qu'avant les accords d'Oslo, la Chine et l'Inde n'avaient pas des relations diplomatiques avec Israël. Or, en signant les accords d'Oslo, Israël s'est présenté comme un pays, comment dire, qui venait de naître, un pays qui vraiment veut trouver une solution pacifique, avec lequel on peut discuter, avec lequel on peut commercer, qui est devenu vierge politiquement parlant, c'est-à-dire acceptable. Voilà. Il n'était plus l'État occupant, l'État voyou. Et donc, c'est à ce moment-là que la Chine, l'Inde et d'autres pays ont établi des relations diplomatiques avec Israël. Mais Israël n'avait aucune intention de faire la paix. Et donc, finalement, les Israéliens, profitant de cette nouvelle virginité diplomatique, ont développé, ils sont très, comment dire, ils sont très, très intelligents, ils savent y faire, ils ont développé des armements pointus, ils ont développé des systèmes antimissiles pointus, ils ont développé des systèmes sécuritaires. Il ne faut pas oublier, par exemple, que Pegasus est d'origine israélienne, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de pays comme la Chine, l'Inde, etc., font du commerce avec Israël, et même sur le plan technologique avancé, sur le plan des armements. Et la Chine, l'Inde et de ces pays-là, ils n'en ont rien à fiche des Palestiniens, en fait. Vous savez, au niveau international, la diplomatie, bon, on parle de la Palestine, mais en fait, bon, c'est juste en parole, on évacue le problème en disant, bon, on est pour la solution à deux États, bon, maintenant on va passer aux affaires sérieuses, on va faire du business, voilà. Et Israël, sur ce plan-là, est un atout incontournable pour faire du business.
et aussi, c'est qu'Israël est un État voyou. On connaît ses méthodes, du Mossad, etc. Et on sait que c'est un État qui a des sous-marins avec des ogives nucléaires qui se baladent, et c'est un État qu'il ne faut pas chatouiller. Voilà. On le sait. Vous savez, on a eu des confidences de diplomates qui s'échangent entre eux et qui n'osent pas le dire en public, mais il y a beaucoup de témoignages comme ça, de diplomates, notamment français, qui finissent par admettre que c'est un État qui les emmerde, mais qu'il faut vivre avec, qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Il est incontournable. Et on ne va pas se fâcher avec un tel État pour des Palestiniens qui, je le répète, ont accepté les accords d'Oslo, donc se sont engagés dans un processus pacifique. Et bien maintenant, qu'ils se démerdent, qu'ils sortent de ce processus pacifique. Vous voyez voilà le problème. Excusez-moi, monsieur Cohen, de vous interrompre. Oui. Bonsoir. Oui. Quand vous avez dit qu'il n'y a pas de pays qui se sont soulevés contre Israël, on peut quand même rappeler les 39 missiles qui ont été envoyés par Saddam Hussein en plein Tel Aviv et Haïfa. Oui, bon, est-ce qu'ils ont fait des dégâts? Pas tellement. Soyons réalistes. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont atteint les objectifs militaires? Vous savez, moi, par exemple, j'écris un texte. Regardez comment les Arabes sont timorés. Voilà, moi, j'ai écrit un texte en 2013. Il est disponible. Voilà, et j'avais dit, Bachar el-Assad aurait pu devenir le nouveau Salah ad-Din de l'ère moderne. En quoi faisant? En 2013, il savait que certains pays arabes sunnites, comme l'Arabie saoudite, Israël, etc., vont se coaliser pour le mettre à terre. Et donc, il avait une solution extraordinaire. À mon avis, je l'écris en 2013. Il dispose de dizaines de milliers de missiles. Bon. Moi, je pensais qu'il pourrait envoyer ces missiles. C'est très simple, enfin très simple. Il y a peut-être 5 ou 6 aéroports en Israël en tout et pour tout. Voilà. Et ils doivent être connus par les services de renseignement syriens. Enfin, je veux dire, c'est pas. Vous savez, un aéroport, on ne peut pas le cacher, un aérodrome. Bon. Et donc, ils envoient des milliers de missiles sur ces aéroports. Ils envoient des milliers de missiles à Tel Aviv, il y a un quartier qu'on appelle le quartier, qui est l'état-major, qui est tout un quartier, qui est en plein cœur de Tel Aviv. Ils détruisent ça. Bien sûr, il y aura d'autres bureaux. Mais 50% du potentiel aurait été détruit. Et là, il aurait pu lâcher des commandos de 10, 50 personnes à travers la Cisjordanie et ça aurait été le soulèvement général. Donc, OK, Saddam Hussein a envoyé ses missiles, mais à ma connaissance, en tout cas, vous me corrigerez si je me trompe, ça n'a pas fait énormément de dégâts. Voilà. Donc, ça a été plus une menace en l'air ou peut-être, enfin, il y a eu peut-être des 2 ou 3 missiles qui sont arrivés, mais en tout cas, ils n'ont pas fait des dégâts, alors que les Syriens, s'ils avaient voulu, s'ils avaient osé, ils avaient la possibilité de vraiment fracasser l'infrastructure politique, sécuritaire, aérienne d'Israël. Ils ne l'ont pas fait. Bon, ils ont leur raison, c'est leur problème. Mais ce que je dis, c'est qu'Israël est vulnérable. C'est vrai. Peut-être que les Syriens avaient peur de la réponse atomique s'ils avaient fait ça. Peut-être, je ne sais pas. C'est ça aussi la dissuasion nucléaire. Voilà. Alors, on a quelqu'un qui veut poser une question peut-être ou réagir. Alors, si vous pouvez être concis, merci. Oui, alors je voulais dire un certain nombre de choses par rapport à l'histoire de Saddam Hussein et de l'Irak. En fait, un des objectifs de ce que Saddam a fait, c'était pas de réellement attaquer Israël ou l'Arabie Saoudite. En fait, ce que voulait faire Saddam, c'était en envoyant ses roquettes sur Israël, faire en sorte qu'Israël l'attaque et donc rentre dans la coalition contre l'Irak en 91, parce que parmi les pays qui avaient dans cette coalition, il y avait un certain nombre de pays musulmans, le Maroc, la Turquie, etc. Le Pakistan aussi.
Et en fait, l'objectif, c'était justement que la coalition vole un peu en déclin parce que du coup, beaucoup de pays se seraient retrouvés dans une même coalition avec Israël, etc., etc. Plutôt que de réellement l'attaquer, sachant qu'à l'époque, Saddam avait objectivement, je parle bien de 80, on n'est pas de 2003, avait très certainement des armes chimiques qu'il n'a pas utilisées, très certainement parce que justement, il y a eu des menaces qui ont dû être effectuées en lui disant clairement que s'ils jouaient à ça, ils allaient tout simplement répondre, certainement avec des armes nucléaires. Et pareil pour certainement Bachar al-Assad, c'est-à-dire que c'est pas simplement... je trouve que ce qui a été dit là est certainement intéressant, mais me paraît un peu trop simpliste par rapport à la réalité militaire et à la réalité du terrain. C'est pareil que le Hezbollah. Si demain le Hezbollah entrait en guerre contre Israël, ça serait certainement un choc pour les populations qui vivent au nord. D'ailleurs, c'est beaucoup d'Arabes israéliens, en passage, qui vivent au nord de la Palestine, là. Mais pour le Hezbollah, ça serait terrible. Ça serait certainement comme dans les années 80 ou en 2006, surtout plus comme dans les années 80. En fait, ils perdraient au change et ça ne serait pas rentable pour eux parce que quoi qu'il arrive, les Juifs pourront toujours leur faire plus de mal que ce qu'eux pourront leur faire. Donc quoi qu'il arrive, ça ne sera pas rentable, quoi. Ok, M. Cohen. Alors attendez, on va laisser M. Cohen répondre, s'il vous plaît. Merci. Oui, vous savez, quand je parle de réaction nucléaire israélienne, si les Syriens avaient envoyé des missiles sur les aérodromes, etc., je ne crois pas qu'Israël aurait utilisé l'arme nucléaire. Israël, à mon avis, n'utiliserait l'arme nucléaire que s'il est sur le point de sombrer. Voilà. Par contre, parce que, imaginez, je veux dire, dans une guerre, enfin, c'est une guerre classique, et ils détruisent Hamas, par exemple. Mais enfin, vous imaginez, c'est quasiment pour la fin du sionisme et peut-être aussi la fin du peuple juif. C'est-à-dire, il y aurait un tel choc. Ce que je veux dire, c'est que la menace n'est valable que s'il y a, une tentative de destruction systématique. Mais s'il y a une guerre de missiles, je ne crois pas, même s'il y a une guerre de missiles avec le Hezbollah, par exemple, ou avec la Syrie, je ne crois pas qu'Israël aurait recours à l'arme atomique. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir ou poser une question? Donc, alors, Général, vous voulez réagir? Allez-y. Oui, non, c'est que, comment dire, quand on parle de dissuasion nucléaire, en fait, c'est pour tout État en réalité en général. En fait, la vraie question, c'est où est le curseur? C'est-à-dire à partir de quand l'État en question va considérer que ses intérêts ont suffisamment été attaqués pour qu'il puisse mettre en œuvre l'arme nucléaire. Et après, tout dépend. On ne parle pas forcément d'atomiser Damas, Téhéran. On peut peut-être simplement utiliser des bombes d'une moindre puissance pour aller dégommer des bases militaires syriennes ou autres. C'est-à-dire qu'il y a une certaine modularité. C'est pas soit on n'est pas obligé de tout de suite mettre une balle dans la tête à quelqu'un. On peut lui couper un doigt, lui couper un bras, lui couper une jambe, lui couper 2 bras, 2 jambes. Enfin, si on fait une analogie avec le corps humain pour que ça soit peut-être plus compréhensible. Mais c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si Israël utiliserait l'arme nucléaire contre la Syrie et l'Iran, il serait pas obligé de bombarder toutes ces grandes villes. Il pourrait simplement faire des attaques très ciblées qui certainement feraient parler dans le monde et permettraient aux pays en face de se dire bon, voilà quoi. Donc c'est plus de ce côté-là. À Kippour, par exemple, ils étaient plus très loin de Damas, hein, l'armée israélienne. Et même Sadat, quand au début il progressait, et à un moment donné, il a reculé. Il s'est fait défoncer. On parle bien de 73 et pas de la guerre des 6 jours. Donc forcément, à un moment donné, déjà à cette époque-là, Israël avait l'armée nucléaire grâce à la France, d'ailleurs. Donc ça a toujours été, et d'ailleurs il me semble que là-bas ils appellent ça l'option Samson, c'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui a un lien avec la religion et qui signifie justement, et ça fait référence, alors je sais plus exactement quoi, mais à un personnage biblique qui aurait détruit justement pas les murs, mais les piliers qui tenaient justement une sorte de bâtiment, et que quand justement ça le tue lui, mais ça tue aussi ses ennemis un peu. Donc en gros, c'est un peu comme une sorte de kamikaze, mais qui, voilà, bon, d'une certaine manière. Donc, d'une certaine manière, c'est vrai que le gros point faible d'Israël, là, c'est quelque chose qui est tout à fait exact, c'est la profondeur géographique, c'est-à-dire que c'est un pays tout petit. Donc très rapidement, les choses peuvent arriver. Après, l'avantage, c'est que sur un plan technologique, sur un plan militaire, sur un plan de tout ce qu'on veut, ils sont ultra avancés. Il n'y a aucun pays dans le monde, et surtout pas dans le monde arabe, qui peut rivaliser. Donc, est-ce que, moi, c'est une question plus par rapport à la Palestine, cette fois-ci, par rapport à la Cisjordanie, par rapport à Gaza.
est-ce qu'il y aurait aujourd'hui une solution réaliste pour que sur un plan politique, parce que sur un plan militaire, ça serait très compliqué, c'est peu réaliste et ça engendrerait énormément de morts. Est-ce qu'il y aurait une solution aujourd'hui politique pour que les Palestiniens, que ce soit ceux de Gaza ou ceux de Cisjordanie, réussissent à mettre Israël dans une position politique d'embarras? Il me semble qu'à une époque, je vous avais déjà entendu parler de ça, ça aurait été justement alors peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas vous qui avez dit ça, donc je suis pas sûr, mais ça aurait été de dire prenez tout, quoi, partons, que les gens partent, qu'ils prennent tout, etc. Ou je sais plus si c'est vous que j'ai entendu dire ça, parce que c'était quelqu'un d'autre. Je l'ai déjà dit, et c'est ma position depuis toujours. Voilà, c'est-à-dire que je pense que les Palestiniens, allez-y, je pense que les Palestiniens ont une carte extraordinaire à jouer, et malheureusement, ils ont des dirigeants corrompus, serviles. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ils font ça. Ce qui fait qu'ils sont dans cette. Ils ont offert aux Israéliens une virginité diplomatique et politique. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, l'établissement des relations diplomatiques, commerciales, militaires, etc., avec la Chine et l'Inde, entre autres, à cause des accords d'Oslo, et des accords d'Oslo qui sont totalement défavorables. Or, si les Palestiniens quittaient les accords d'Oslo et disaient « occupez-nous, redevenez une force occupante », là, le monde entier se trouverait obligé de condamner, de sanctionner les Israéliens. Voilà. Et c'est ça, malheureusement. D'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure quand on adoptera le prochain sujet, quand je parlerai du prochain sujet. Les Arabes, en général les Palestiniens en particulier, disposent ils ont des possibilités. Ils ont des armes, pas nécessairement militaires, ils ont des armes, ils ont des possibilités de contrer Israël, et malheureusement, pour toutes sortes de raisons, ils sont dans une impuissance qui leur colle à la peau et ils n'en sortent pas. Voilà. D'accord. Donc, Monsieur Cohen, on va passer au second sujet. Alors, il y a peut-être une réaction. Vous voulez réagir? Une dernière réaction et on passe au second sujet. Merci. Allez, Général, à toi. Oui, non, c'est ok. Donc ça me permet de bien confirmer cette histoire-là qui consiste à dire que ça aurait été une solution avant. Ça, c'est vrai que j'avais déjà mentionné dans l'esprit cette histoire-là, c'est-à-dire que à cause justement de l'incompétence des dirigeants palestiniens qui ont négocié n'importe comment et qui ont en réalité tous aidé Israël, les accords d'Oslo, c'était quelque chose de vraiment magnifique pour Israël parce que ça a permis à Israël de ne plus avoir la responsabilité des Palestiniens, en fait. C'est-à-dire que faut savoir que en 88, le roi de Jordanie, Hussein à l'époque, déclare officiellement qu'il ne revendique plus la Cisjordanie. Et que donc, ce territoire qui, avant, il le revendiquait, ça lui appartenait. Sauf qu'il y a eu la guerre des 6 jours, il y a eu des différentes guerres, etc. Il l'a perdu. Israël l'a pris, il a pris le contrôle illégalement de ce territoire-là. Mais le problème, c'est qu'il a pris le contrôle d'un territoire où il y avait 2 ou 3 millions d'Arabes, presque 4 millions aujourd'hui. Donc il en avait la responsabilité, mais grâce aux accords d'Oslo, et la création de l'autorité palestinienne et toutes ces conneries-là, ça a permis à Israël de se dire, ces gens-là, les Palestiniens, ces Arabes, c'est plus mes citoyens, c'est pas mes trucs, je m'en fous d'eux, c'est pas mon problème, c'est l'autorité palestinienne, c'est leurs gamins à eux, entre guillemets. Donc du coup, de se délester de ça dans un premier temps, donc ça c'est magnifique pour eux. Et en plus de ça, de permettre à des pays comme l'Inde, la Chine ou autres d'avoir des relations avec Israël, et même aujourd'hui de très 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 bonnes relations avec Israël. Je suis totalement d'accord. Merci. Donc, on va passer au second sujet. Donc, Monsieur Cohen, on va parler donc de la mort du Shir Kader Adnan. Oui. Était détenu Adnan était un dirigeant du djihad islamique. Okay. Bon, il était détenu dans les geôles israéliennes. Détenu comment? Détenu sous le régime de détention administrative. C'est-à-dire, les Israéliens ont une loi qui est, on prend une personne, quelle qu'elle soit israélienne ou étrangère ou palestinienne, on l'emmène devant un tribunal, on dit au juge, on veut une détention administrative de cette personne pour 6 mois. Et le juge est obligé de donner son accord, et il n'y a ni procès, ni inculpation, ni avocat, ni rien. Rien, comme ça, on enferme. Il y a des centaines
de cas comme ça en Israël. Bon. Et donc, cette personne-là, Kader Adnan, c'était à peu près la 5e ou 6e fois qu'il était en détention administrative. C'est-à-dire que les Israéliens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent quelqu'un, ils le mettent en prison comme ça, et puis pendant 6 mois, après ils le relâchent 1 mois ou 2, et après ils le remettent en prison. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser, vous savez, en ce moment, enfin depuis quelques mois, il y a beaucoup de manifestations sur la Cour suprême israélienne, soi-disant qu'elle est le symbole de la démocratie, des droits de l'homme, et enfin tout le baratin habituel. Sauf que la Cour suprême n'a jamais interdit ou condamné la détention administrative, qui est une violation des droits les plus élémentaires de tout individu qui a, et en plus, et surtout, d'occupation, et donc, ou une personne étrangère. Donc, la Cour suprême n'a jamais condamné cette pratique. Moi, le problème, c'est que ce n'est pas très connu. Et là, c'est là où tout à l'heure j'avais dit que les Palestiniens ont une arme extraordinaire et ils ne savent pas l'utiliser. Bon, passons sur l'affaire, les accords d'Oslo qui pourraient. Mais là, par exemple, la détention administrative. Vous savez, j'en ai parlé, je me souviens, il y a 3-4 ans, j'étais au Liban, à Beyrouth, et on avait une réunion, on m'a emmené dans une réunion où il y avait des représentants de toutes les organisations palestiniennes qui se réunissaient le mardi matin à 11h quelque part. Je dis quelque part parce que moi, je ne sais pas, on m'a emmené en voiture, je ne sais pas où. Et je leur ai dit, écoutez, pourquoi vous. Voilà. Vous savez, d'abord, il faut diriger la propagande, enfin, ou la communication, si vous voulez, palestinienne, vers le monde occidental. C'est celui qui compte. Parce que les peuples arabes sont convaincus de la cause palestinienne. Voilà. Bon. Et donc, on a une affaire extraordinaire qui est avec Khalida Jarrar. Khalida Jarrar est une femme palestinienne, une députée, mère de famille, qui, parce qu'elle appartient au Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP, est régulièrement interpellée et emprisonnée sous le régime de la détention administrative. Et j'ai dit, voilà, ce régime-là est très peu connu à l'étranger, et notamment en Occident. Pourquoi vous ne prenez pas cette cause et vous en faites la cause avec C majuscule, c'est-à-dire vous réunissez 10 millions de dollars, 20 millions, bon Dieu, les Arabes sont riches quand même, enfin ils ont du fric, et vous louez un service de communication à Londres, à New York, à Los Angeles, au Danemark, et vous menez des campagnes. Vous savez, les sionistes, comment ils font des campagnes, c'est ça. Moi, ça me fait mal au cœur parce que eux, ils savent faire leur propagande et matraquer l'opinion publique mondiale avec Khalida Jarrar. Ça veut dire qu'il faut que dans les 6 mois qui passent, le monde entier sache qui est Khalida Jarrar, qu'il voit sa photo, qu'elle passe dans les pubs à la télévision, dans le cinéma, au cinéma, sur les bus, dans le métro, etc., non-stop pendant 6 mois. Ils ont les moyens de le faire et ils se concentrent sur ça. Et malheureusement, voilà, moi, enfin, je regrette de le dire, vous avez un champion de la communication, de la propagande, qui est le lobby sioniste. Là, chapeau, je suis désolé de le dire, mais chapeau. Et vous avez des Arabes qui ont des causes justes, des causes valables, qui ont les moyens et qui ne savent pas utiliser cette arme extraordinaire. Parce que quel est le problème dans l'opinion du monde entier et surtout occidental, qu'on le veuille ou non, les Israéliens ont réussi à imposer cette idée. Regardez d'ailleurs ce qui se passe avec la Cour suprême. On a l'impression que tous les hommes politiques occidentaux se sont mobilisés pour défendre la Cour suprême.
Macron, l'ONU, les banques mondiales, etc. etc. Bon. L'UNESCO. Ça démontre quoi? Ça laisse penser quoi? Que cette Cour suprême est une institution extraordinaire, une institution qui défend la justice, la liberté, etc. Or, je vous ai donné, et d'ailleurs, ce n'est pas dans le sujet, mais la destruction des maisons familiales, c'est une pratique qui est condamnée par les conventions de Genève sur l'occupation des territoires. Et la Cour suprême, ils détruisent des dizaines de milliers de maisons, les Israéliens. Punition collective que la Cour suprême n'a jamais condamnée. Donc, moi, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi je sais pas, enfin, les élites ou les associations ou les arabes ne prennent pas des cas comme ça et en font le flambeau de la liberté contre comment dire, pour délégitimer le régime sioniste. Parce qu'il y a de quoi le délégitimer. Et donc, voilà, cette affaire-là, les médias sionistes que je suis ont dit, bon, c'est un terroriste qui est mort en prison après une grève de la faim, et puis voilà, on n'en parle plus, etc. Mais malheureusement, on n'a pas tiré. Je ne compte pas les déclarations qu'il y a eu à Ramallah ou à Rabat, où on a versé des larmes de crocodile, etc. etc. Pour moi, ça ne compte pas. Ce sont, comment dire, c'est la répétition de ce qu'on connaît, de l'impuissance. Voilà. C'est l'hypocrisie et l'impuissance. Voilà. Mais à aucun moment, enfin, il n'y a pas cette, comment dire, cette volonté, je ne sais pas, je n'ai pas envie d'entrer dans des explications historiques ou psychanalytiques, je laisse ça à d'autres, mais en tout cas, le fait est là. Voilà. Le fait est là, c'est que Israël est attaquable, et attaquable pas sur le plan militaire. On peut vraiment lui faire du mal, on peut le délégitimer. Voilà. Et malheureusement, on ne sait pas le faire, et enfin, on a tout pour le faire, mais on ne sait pas le faire, ou on a peur, enfin, je ne sais pas, voilà. D'accord, alors merci. Est-ce que, bon, s'il y a des réactions, je vous laisse monter pour poser vos questions. Sinon, moi, j'avais juste une question d'actualité, Monsieur Cohen, Oui. par rapport à l'attaque du Kremlin. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots là-dessus? J'ai pas vraiment suivi, mais bon, voilà, comme tout le monde, j'ai entendu. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Voilà. Bon, d'après ce que j'ai pu glaner ici ou là, d'abord, je ne suis pas un expert, mais d'après ce que j'ai pu glaner, parce que j'écoute des sites même américains qui sont en général, il y en a quelques-uns qui sont pas du tout comme les Français, qui sont beaucoup plus lucides, etc. Mais il paraît, enfin, en tout cas, on n'arrive pas encore à déterminer à connaître ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que c'était vraiment une attaque en tout cas, apparemment, ce n'était pas quelque chose de très important, puisque ça a été vraiment des petits drones qui ont fait peu de dégâts. Est-ce qu'il y a eu une manipulation de quelque part? Enfin, c'est très difficile à démêler, en tout cas au moment où on parle. Je crois que même les experts, enfin, comme Jacques Beau, ou comment il y a un Américain que je suis aussi, pour le moment, son nom me sort de la tête, qui fait d'excellentes analyses, un ancien militaire américain, qui ne donne pas vraiment une interprétation définitive et circonstanciée de l'incident. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une réaction donc de la Russie, de Poutine? Ben, certainement, peut-être, c'est l'occasion de, comment dire, il est possible que ce soit quelque chose qu'on a laissé faire, par exemple, ou qu'on a voulu que cela se fasse pour mobiliser le peuple russe. Parce que quand même, un drone sur le Kremlin, c'est quand même une attaque qui chatouille.
l'orgueil des Russes. Et voilà, ça peut aussi vouloir dire, bon, ben maintenant, on va passer, parce qu'il faut quand même reconnaître que les Russes ont été quand même assez globalement assez gentils, disons, assez modérés ils sont capables de détruire de manière vraiment systématique et radicale les infrastructures ukrainiennes. Mais d'abord, ils n'ont commencé que 6 mois, 8 mois après le début de la guerre, lorsque vraiment le pont, par exemple, sur la Crimée a été touché. Et même, ils le font de manière ponctuelle, pas systématique. Voilà, peut-être ça leur donnera maintenant l'occasion disons, de se lancer vraiment dans cette bataille, donc, dont ils ont vraiment, dont ils ont tous les moyens pour la mener à bien. Ok, bah, je crois qu'on va arriver au terme de l'émission. Merci, Monsieur Cohen, et on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour d'autres sujets à développer. Avec je vous dis plaisir. bonne soirée à tous, bon appétit et à bientôt. Salam alaikum. Ciao.